أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. Nous revenons aujourd'hui pour suivre l'histoire des grands hommes qui ont accompagné Maulana Cheikh al-Islam Al-Hajj Ibrahim Niass. Aujourd'hui, nous allons parler de Ibrahim Ibn Samba Diouf, plus connu sous le nom de Ibou Diouf. Nous allons d'abord aborder dans cette première partie ses origines et son identité. Ibou Diouf appartient à l'ethnie des Sérères du Sine. Il demeure une source intarissable d'inspiration. Sa démarche quotidienne visant à faire connaître Cheikh al-Islam Al-Hajj Ibrahim Niass. D'ailleurs, par ses chassidas empreints d'une dose mystique et grâce à sa bonne maîtrise de l'art de la communication, certains se trompent en l'assimilant à un membre très respectable du très respectable cercle des griots. Par contre, non, Ibou Diouf n'est pas un griot, qui sont les dépositaires très nobles de la tradition orale. Ibou Diouf appartient à la lignée des Galloirs de Sine. Par conséquent, il était éligible à certaines fonctions et pouvait légalement prétendre à des responsabilités dévouées à l'aristocratie du Sine. Donc aujourd'hui, nous vous présentons une facette de Ibou Diouf que peu de gens connaissent au niveau de la faïda Tijaniya, c'est-à-dire ses origines profondes. Cet homme originaire d'un milieu tchédo est de surcroît analphabète, impressionné par ses poèmes d'inspiration islamique. Ibou Diouf, comme nous l'avons dit tantôt, est un analphabète. Il n'a jamais fréquenté une école, un maître coranique ou un autre enseignant. Mais il employait des mots extraits d'un registre que les initiés et autres lettrés eux-mêmes ignorent. Ibou Diouf fut un artiste. Il excellait dans les arts de la sculpture et de la poésie. Il maîtrisait la technique de sculpter des visages humains, véritable fac-similé de l'original. Son œuvre dans le 4e art demeure jusqu'à présent impressionnante. Ibou Diouf était un maître de chœur, notamment avec les jeunes de Mbawen. Ses zikrs attiraient toute personne qui en percevait le son. Comme un chef d'orchestre, il imprimait un rythme qui ne laissait personne indifférent. La poésie chantée constituait ses victuailles, peut-être même sa raison d'être. Ibou Diouf, un artisan. Il confectionnait des tamis, sorte d'ustensile de cuisine utilisé pour séparer la farine et la semoule après le pillage du Nil. Ibou Diouf, un travailleur infatigable. Cultivateur pendant la saison des pluies, manœuvre dans les points de traite arachidière, il suait sans eaux pour vivre à la sueur de son front. Donc c'est un travailleur infatigable. Ibou Diouf, un globe-trotter. Il est rapporté qu'il ne restait jamais dans plus d'une semaine dans une même localité. Il voyageait beaucoup dans la zone comprise entre le bras de mer du Saloum et le fleuve Gambie. Et tous ces déplacements se faisaient à pied. À chaque étape, il organisait la nuit des séances de zikr. Donc, après cette étape de ses origines, nous allons raconter un peu l'histoire de ses aïeux du Sine au Saloum. Comme nous le savons, dans la moitié du 19e siècle, la fin du prosélytisme religieux de l'Almami Maba Diakhou Ba modifia les données de la géopolitique dans le Sine et le Saloum. Pendant ce temps, le royaume du Sine, bien qu'ayant infligé une sévère défaite aux musulmans, traversait des difficultés intérieures à cause de l'absence d'unité et d'une menace française qui se précisait davantage avec l'occupation de la région côtière. Cette période fut également marquée par un exode massif. Ce fut dans ce contexte que les arrière-grands-parents de Ibou Diouf émigrèrent du Saloum et en Gambie. Ils étèrent leur dévouement respectivement sur 3 sites différents: Kaoun, capitale du Saloum d'alors, Sélik, près de Ndofane, et la région de Pakao en Gambie. Parmi les patriarches qui conduisirent cet exode figure Ali Awa Diouf, qui s'installa à Kaoun, capitale du Saloum.
région fortement ancrée dans l'animisme. Mamadou Diogoy Sen, quant à lui, élit domicile au village de Selik, au nord de Ndefane-Lagem, où régnait une parfaite coexistence entre musulmans et animistes. Un jour, Ali Awa Diouf rendit une visite de courtoisie à son cousin Mamadou Diogoy Sen, qui résidait à Selik. Au cours de son séjour, il rencontra Al-Haji Abdoulaye Niass Al-Kabir. Fasciné par la forte personnalité de ce saint homme, il lia avec lui une amitié et recommanda à son cousin de lui réserver une haute considération. Un autre vague d'émigrés, parmi lesquels Mamadou Diogoy Diouf et Hammam Bessan Diouf, poursuivit son chemin et s'installa à Eliassa, village situé entre les villes de Kéréwan et de Farafenni en Gambie. Dans cette localité vivaient des autorités qui avaient quitté le Badibou à cause de la tyrannie exercée par l'aristocratie mandingue qui y régnait. Parmi elles, l'histoire retient Majum Djambunding et Tamba Djambunding, ces derniers disposant d'une forte colossale tirée de ses activités agricoles, pastorales et commerciales. En 1987, Mamoundari Ba fut contraint de signer un traité de protectorat avec la France. Dès lors, Saher Matiba, fidèle au testament légué par son père Mabadjahou, décida de poursuivre la résistance contre les colons. Mais malgré sa détermination et l'engagement de ses partisans, il fut défait par une coalition composée de chefs de la Provence, du Kaymor Biram Sissé, de l'ancien roi du Saloum Guedel Mbouch et des forces françaises. Donc ces défaites à Ngombouf et à Bataning scellèrent le sort de Saher Mati et le placèrent dans une posture délicate. Pourtant, tout soutien des chefs de guerre et de certains marabouts, Saher Mati vit son autorité s'effriter. En compagnie de ses fidèles partisans, il s'exila d'abord à Batrost, en Banjul, puis à Bakau, où il rendit l'âme le 23 décembre 1889 à l'âge de 44 ans. Donc, après la défaite de Saher Mati, un mouvement de retour se décidant, ce courant permit à Tamba Djambunding de fonder vers 1890 le village de Kurtamba. Retenez bien ce nom, parce que c'est un village qui a une importance capitale dans l'histoire d'Ibrahim Diouf. C'est un village qui se situe à 13 km du sud de Porokhan, dans l'arrondissement de Paoskoto. Dès que le village devint réalité, il en confia l'administration à son frère cadet Majum Djambunding, qui sollicita et obtient l'installation dans ce hameau de Hammam Bessan Diouf et de Mamadou Diogoy Diouf. Dans la famille de Mamadou Diogoy Diouf, on distinguait certains de ses enfants, Hama Diouf, Leti Diouf, Seni Diouf, Mabigé Diouf et Djandé Diouf. Le fils de Hammam Bessan Diouf, qui portait le nom de Seni Diouf, engendra Samba Seni Diouf, père de Ibou Diouf. Donc, dans sa branche paternelle, nous avons son arrière-grand-parent, Hammam Bessan Diouf, son grand-père, Seni Diouf, et son papa, Seni Samba Diouf. Dans sa branche maternelle, nous avons sa mère, Binta Maram Gueye. Et l'histoire aussi retient que Mamadou Gueye Djamanti était son oncle. Mamadou Gueye Djamanti était un muqaddam de Maulana Cheikh al-Islam Al-Hadji Ibrahim Niass. Élit son domicile au village de Dagabani, où il officiait comme muqaddam, se consacra à l'enseignement et à l'éducation spirituelle des talibés. D'ailleurs, dans un de ses chansons, quand il migra à Medina Tchamen, Ibou Diouf disait Djamanti Gueye sama nijaay kaar fa nga jëm yàlla na nga fa fekk jàmm yàlla na réew ma courbe ca yow. Ce qui veut dire Djamanti Gueye, mon oncle, là où tu te diriges, que Dieu t'y accueille dans la paix, que toute la contrée fasse acte d'allégeance devant toi. Une autre partie de son histoire fut la naissance de Ibou Diouf, une naissance qui a été racontée par les sources que nous disposons de la tradition orale, mais aussi décrite, de l'union matrimoniale entre Samba Seni Diouf et Binta Maram Gueye naquirent 3 enfants, à savoir Babou Binta, Hassan Diouf et Ibrahima Di Ibou Diouf.
La plupart des sources orales situent sa naissance en 1902. Dans la tradition africaine, comme nous le savons, la chronologie est généralement déterminée par les événements. Ainsi, pour l'année de naissance de Ibou Diouf, l'historiographie locale l'a fait coïncider avec certains événements survenus en 1902, notamment l'année de l'épopée de Jumanjati, comme nous le savons, qui est aussi un repère pour la naissance de Maulana Cheikh l'Islam Al-Hadi Ibrahim Niass, mais aussi la mort de Serigne Babakar Fall en 1902 à Sabar Sosé, qui fut le père de Serigne Ibra Fall, dit Mam Ibra Fall aussi. Donc lorsque Ibou Diouf commença à parler un jour, il ferma les yeux. Sa mère croyait à une cécité, l'interpella directement sur son état visuel. Il répondit: Maman, ce que je vois m'effraie, c'est pourquoi j'ai peur d'ouvrir les yeux. Sa mère, confuse, se rendit alors chez l'imam de Djabakunda, qu'il consulta d'ailleurs lors de la naissance de Ibou Diouf. Et cet même imam la rassurant en ces termes: Ton enfant attend quelqu'un pour ouvrir les yeux. Cet homme est une autorité à la forte personnalité dont le rayonnement dépassera de loin notre contrée. Ainsi rassurée, la mère retourna à Kurtamba. Un beau jour, il ouvrit les yeux, mais ceux-ci étaient rouges de sang. On voyait même le sang couler de ses yeux. Vers l'âge de 5 ans, Ibou Diouf devint orphelin à la mort de son père, Samba Seyni Diouf. Et suivant le principe du Lévira, son beau-frère Babou Seyni, qui habitait à Tchamen, épousa en seconde noces Binte Maram Gueye, sa mère. Cette dernière et ses enfants quittèrent alors Kurtamba pour rejoindre le village de Tchamen Tamsirdam, qui se trouve en Gambie, distant de près de 3 km du village de Kurtamba. Les autres villages qui aident à localiser Tchamen sont Velingara, Naoulerou et Kirjaobe. Donc quelques années plus tard, leur père adoptif, Babou Seyni Diouf, s'éteignait à Tchamen, et ainsi Binte Maram retourna alors au village de Kurtamba où ses enfants, devenus adultes, avaient construit leur propre concession. Donc Ibou Diouf passa ses jeunes années à Kurtamba, Tchamen, Kantora, Koussassa, Keur Aïb, Ngayen Sabah et tant d'autres. Donc dans son royaume d'enfance, Ibou Diouf impressionnait les enfants de sa classe d'âge. Il lui arrivait d'entrer dans la brousse et à son retour de leur dire qu'il était allé rencontrer certains de ses parents. Donc, durant une partie de sa jeunesse, sa zone d'évolution se situait entre la ville de Sokone et le village de Mbowen. En compagnie de Kebalo, il passait la saison des pluies à Mbowen et la saison sèche à Sokone, où son tuteur était Serigne Ibrahima Sokhna. Dans cette ville importante, place une traite arachidière, Ibou Diouf travaillait comme manœuvre dans les sécos, servant d'entrepôt aux graines d'arachide. Il y passa 5 traites, à savoir de 1927 à 1932. La nuit, il lui arrivait d'animer des veilles folkloriques. Certains lui faisaient un mauvais procès et lui lançaient des piques assez amères. Ibou Diouf mbandkat la buy mband, dafa yaakaar ak may. Ibou est un amuseur public qui se livre à ses activités favorites dans l'intention d'en tirer profit. À ses détracteurs, il répondait fortement: mbandkat buy mband dafa yaakaar ak may ca ka muy woy. Mbandkat bu dem ba alamul amri di xaaleeg borom ñu làmboo juróom-ñaari leer mu wàcc di woy barham. C'est-à-dire un amuseur public qui se produit espère tirer profit auprès de celui dont il chante les louanges. Mais un amuseur public qui a atteint l'univers des âmes, où il s'est entretenu avec Allah subhanahu wa ta'ala dans une voile de 7 lumières, redescend ensuite sur terre pour chanter Sidi Barham. Donc là, il leur montre que c'est juste une voile que je porte, mais les paroles que je vous délivre viennent directement de Halam Amri, et mon unique but est de chanter pour Sidi Barham. Par la suite, donc là, nous terminons ce chapitre de son enfance. Donc vient la fondation d'un foyer. Donc devenu majeur, comme
tout jeune, Ibou Diouf nourrissait l'idée de se marier afin de fonder un foyer. Son premier choix se porta sur Binta Mbow, mais cette fille du village de Kertamba déclina l'offre en refusant le cola sous prétexte que le personnage de Ibou Diouf l'effrayait. Ça, elle l'a expliqué bien plus tard. Par la suite, Amadou Diouf, chef du village de Kertamba, épousa Binta Mbow. Quelque temps après, Marie Néné Mbow, fille de Néné Niang, accepta la main tendue de Ibou Diouf dans des circonstances qui méritaient d'être expliquées. En effet, au cours d'une soirée religieuse qui eut pour cadre le village de Mbawen Sanch, Ibou Diouf dirigeait les zikrs. Sa voix de rossignol et la portée du message véhiculé séduisirent tout le village. Parmi l'assistance figurait une élégante fille du nom de Marie Néné Mbow. Cette dernière, très touchée par les sonorités d'une excellente qualité, s'exclama: Billahi mayna la sama mayga, au nom du Seigneur, je te fais cadeau de ma dot. Et Ibou Diouf de retourner: Soko Yalla deugalé mu nek, si cela relève de la volonté divine, il se réalisera. De fil à aiguille, l'intention se concrétisa. Marie Néné Mbow devint la première épouse de Ibou Diouf. De ce mariage naquirent 3 bouts de bois de Dieu, Fatou Zawiya Diouf, que peu de gens connaissent. Nous allons revenir sur ce personnage, Khady Diouf et Ibrahima Diouf. Donc Mbawen Sokone occupa une place importante dans sa vie spirituelle car de nombreuses chansons y furent composées. Le village accueillait alors un grand nombre de jeunes slalomeurs qui se réunissaient autour de lui. Dans l'une de ses chansons, il rendit hommage à ces termes: xale yi Mbawen doomi Senjang lañu, dañuy ritandoor lañuy dundee ñoo gëm Sidi Barham. Par la suite, Ibou Diouf devint bigame en épousant au village de Kantora une fille du nom de Aïssatou Dianka, dite Ndiaté Dianka. Aucun enfant ne vit le jour dans cette union car quelques mois après, il s'éteignit. À la mort de Ibou Diouf, Mamad Thiam du village de Ker Mbougouma épousa Marie Néné en seconde noces. 2 enfants naquirent de cette union, mais ils moururent dans leur tendre enfance. Donc la mort de ces 2 enfants fut suivie par la perte cruelle de son mari. Donc près de 3 ans après la mort de Mamad Thiam, son oncle Baye Mbow scella son mariage avec El Hadji Babou Dado Niass, qui fut le père de Alassane Niass, le célèbre Zakir de la Fayda Tidjaniya. Mais au même moment, Omar Sané Lo sollicita et obtient auprès d'une autorité religieuse l'aval d'épouser la même femme. Donc quelques jours après, Omar Sané Lo, à bord d'une voiture pick-up, descendit à Mbawen pour la lune de miel, mais il trouva sur les lieux El Hadji Babou Dado Niass, qui venait de passer la nuit chez Marie Néné. Ainsi, Omar Sané se rendit à Kaolack afin de solliciter l'éclairage de Baye Niass face à cet imbroglio. Alors le cheikh lui servit une réponse en ces termes: jigéen suñu ko mayee ñaari jëkkër ci kaw njumte, ki xas ba fanaan mooy borom. Lorsque par inadvertance 2 prétendants épousent une même femme, le mari officiel est celui qui, le premier, consomme le mariage. Ainsi, Marie Néné quitta Mbawen pour le village de Niassène en compagnie de sa fille Khady. La garde du petit Ibou, qui ne fut pas petit, fut confiée à sa grand-mère. Selon la tradition, la maison de grand-mère fait office de garderie d'enfants. Donc nous allons nous arrêter à ce stade. Donc dans la partie 2, nous allons parler de sa progéniture, développer plus amplement ses enfants, mais aussi nous allons parler de sa vocation spirituelle, donc de sa rencontre avec Baye Niass, de ses compagnons et la transmission des zikrs. Nous allons évoquer quelques vers qui méritent d'être cités et nous allons aussi parler de l'année miraculeuse de sa dernière année et des circonstances aussi de son décès. Merci de nous avoir prêté oreille. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره عظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.
Assalamu alaikum wa rahmatullah.